La comtesse de Cagliostro. D'après Maurice Leblanc. Chapitre 1. Arsène Lupin a 20 ans. Raoul d'Andrézy jeta sa bicyclette, après en avoir éteint la lanterne, derrière un talus rehaussé de broussailles. À ce moment, 3 heures sonnaient au clocher de Bénouville. Dans l'ombre épaisse de la nuit, il suivit le chemin de campagne qui desservait le domaine de la Haie des Tigues et parvint ainsi au mur de l'enceinte. Il attendit un peu. Des chevaux qui piaffent, des roues qui résonnent sur le pavé d'une cour, un bruit de grelots, les 2 battants de la porte ouverts d'un coup, et un break passa. À peine Raoul eut-il le temps de percevoir des voix d'hommes et de distinguer le canon d'un fusil. Déjà, la voiture gagnait la grande route et filait vers Étretat. « Allons, la chasse aux guillemots est captivante. La roche où on les massacre est lointaine. Et je vais enfin savoir ce que signifie cette partie de chasse improvisée et toutes ces allées et venues. » Il longea par la gauche les murs du domaine, les contourna, et après le 2e angle, s'arrêta au 40e pas. Il tenait 2 clés dans sa main. La première ouvrit une petite porte basse, après laquelle il monta un escalier taillé au creux d'un vieux rempart, à moitié démoli, qui flanquait une des ailes du château. La deuxième lui livra une entrée secrète, au niveau du 1er étage. Il alluma sa lampe de poche et, sans trop de précaution, car il savait que le personnel habitait de l'autre côté et que Clarisse d'Etigues, la fille unique du baron, demeurait au second, il suivit un couloir qui le conduisit dans un vaste cabinet de travail. C'était là que, quelques semaines auparavant, Raoul avait demandé au baron la main de sa fille, et là qu'il avait été accueilli par une explosion de colère indignée dont il gardait un souvenir désagréable. Une glace lui renvoya sa pâle figure d'adolescent, plus pâle que d'habitude. Cependant, entraîné aux émotions, il restait maître de lui, et froidement, il se mit à l'œuvre. Ce ne fut pas long. Lors de son entretien avec le baron, il avait remarqué que son interlocuteur jetait parfois un coup d'œil sur un grand bureau d'acajou dont le cylindre n'était pas rabattu. Raoul connaissait tous les emplacements où il est possible de pratiquer une cachette et tous les mécanismes que l'on fait jouer en pareil cas. 1 minute après, il découvrait dans une fente une lettre écrite sur du papier très fin et roulée comme une cigarette. Aucune signature, aucune adresse. Il étudia cette missive dont le texte lui parut d'abord trop banal pour qu'on la dissimulât avec tant de soin, et il put ainsi, grâce à un travail minutieux, en s'accrochant à certains mots plus significatifs et en supprimant certaines phrases évidemment destinées à remplir les vides, il put ainsi reconstituer ce qui suit. « J'ai retrouvé à Rouen les traces de notre ennemi, et j'ai fait insérer dans les journaux de la localité qu'un paysan des environs d'Étretat avait déterré dans sa prairie un vieux chandelier de cuivre à 7 branches. Elle a aussitôt télégraphié au voiturier d'Étretat qu'on lui envoie le 12, à 3 heures de l'après-midi, un coupé en gare de Fécamp. Le matin de ce jour, le voiturier recevra, par mes soins, une autre dépêche contremandant cet ordre. Ce sera donc votre coupé à vous qu'elle trouvera en gare de Fécamp et qui l'amènera sous bonne escorte parmi nous au moment où nous tiendrons notre assemblée. Nous pourrons alors nous ériger en tribunal et prononcer contre elle un verdict
impitoyable. Aux époques où la grandeur du but justifiait les moyens, le châtiment eût été immédiat. Morte la bête, mort le venin. Choisissez la solution qui vous plaira, mais en vous rappelant les termes de notre dernier entretien, et en vous disant bien que la réussite de nos entreprises et que notre existence elle-même dépendent de cette créature infernale. Soyez prudents. Organisez une partie de chasse qui détourne les soupçons. J'arriverai par le Havre à 4 heures exactement, avec 2 de nos amis. Ne détruisez pas cette lettre. Vous me la rendrez. L'excès de précaution est un défaut. Si le correspondant du baron ne s'était pas défié, le baron aurait brûlé ses lignes, et j'ignorerais qu'il y a projet d'enlèvement, projet de jugement illégal, et même, Dieu me pardonne, projet d'assassinat. Fichtre, mon futur beau-père, si dévot qu'il soit, me semble empêtré dans des combinaisons peu catholiques. Ira-t-il jusqu'au meurtre ? Tout cela est rudement grave et pourrait bien me donner barre sur lui. Raoul se frotta les mains. L'affaire lui plaisait et ne l'étonnait pas outre mesure, quelques détails ayant éveillé son attention depuis plusieurs jours. Il résolut donc de retourner à son auberge, d'y dormir, puis de s'en revenir à temps pour apprendre ce que complotaient le baron et ses invités. Et quelle était cette créature infernale dont on souhaitait la suppression. Il remit tout en ordre, mais au lieu de partir, il s'assit devant un guéridon où se trouvait une photographie de Clarisse, et la mettant bien en face de lui, la contempla avec une tendresse profonde. Clarisse d'Ettig, à peine plus jeune que lui, 18 ans, des lèvres voluptueuses, les yeux pleins de rêve, un frais visage de blonde, rose et délicat, avec des cheveux pâles comme en ont les petites filles qui courent sur les routes du pays de Caux, et un air si doux et tant de charme. Le regard de Raoul se faisait plus dur. Une pensée mauvaise qu'il ne parvenait pas à dominer envahissait le jeune homme. Clarisse était seule, là-haut, dans son appartement isolé, et 2 fois déjà, se servant des clés qu'elle-même lui avait confiées, 2 fois déjà, à l'heure du thé, il l'y avait rejointe. Alors, qui le retenait aujourd'hui ? Aucun bruit ne pouvait parvenir jusqu'au domestique. Le baron ne devait rentrer qu'au cours de l'après-midi. Pourquoi s'en aller ? Raoul n'était pas un Lovelace. Bien des sentiments de probité et de délicatesse s'opposaient en lui au déchaînement d'instinct et d'appétit dont il connaissait la violence excessive. Mais comment résister à une pareille tentation ? L'orgueil, le désir, l'amour, le besoin impérieux de conquérir le poussaient à l'action. Sans plus s'attarder à de vains scrupules, il monta vivement les marches de l'escalier. Devant la porte close, il hésita. S'il l'avait franchie déjà, c'était en plein jour, comme un ami respectueux. Quelle signification, au contraire, prenait un pareil acte à cette heure de la nuit ? Débat de conscience qui dura peu. « Clarisse ! Clarisse ! C'est moi !» Au bout d'1 minute, n'entendant rien, il allait frapper de nouveau et plus fort, quand la porte du boudoir fut entrebâillée, et la jeune fille apparut, une lampe à la main. Il remarqua sa pâleur et son épouvante, et cela le bouleversa au point qu'il recula, prêt à partir. « Ne m'en veux pas, Clarisse. Je suis venu malgré moi. Tu n'as qu'à dire un mot et je m'en vais. » Clarisse eût entendu ces paroles, qu'elle eût été sauvée. Elle aurait aisément dominé un adversaire qui acceptait d'avance la défaite.
Mais elle ne pouvait ni entendre, ni voir. Elle voulait s'indigner et ne faisait que balbutier des reproches indistincts. Elle voulait le chasser et son bras n'avait pas la force de faire un seul geste. Sa main qui tremblait dut poser la lampe. Elle tourna sur elle-même et tomba, évanouie. Ils s'aimaient depuis 3 mois, depuis le jour de leur rencontre dans le Midi où Clarisse passait quelque temps chez une amie de pension. Tout de suite, ils se sentirent unis par un lien qui fut, pour lui, la chose du monde la plus délicieuse. Pour elle, le signe d'un esclavage qu'elle chérissait de plus en plus. Dès le début, Raoul lui sembla un être insaisissable, mystérieux, auquel jamais elle ne comprendrait rien. Il la désolait par certains accès de légèreté, d'ironie méchante et d'humeur soucieuse. Mais à côté de cela, quelle séduction, quelle gaieté, quel soubresaut d'enthousiasme et d'exaltation juvénile. Tous ses défauts prenaient l'apparence de qualités excessives, et ses vices avaient un air de vertu qui s'ignore et qui vont s'épanouir. Dès son retour en Normandie, elle eut la surprise d'apercevoir un matin la fine silhouette du jeune homme perché sur un mur en face de ses fenêtres. Il avait choisi une auberge à quelques kilomètres de distance et ainsi, presque chaque jour, s'en vint sur sa bicyclette la retrouver aux environs de la haie des Tigues. Orpheline de mère, Clarisse n'était pas heureuse auprès de son père. Homme dur, sombre de caractère, dévot à l'excès, entiché de son titre, âpre au gain, et que ses fermiers redoutaient comme un ennemi. Lorsque Raoul, qui n'avait même pas été présenté, eut l'audace de lui demander la main de sa fille, le baron entra dans une telle fureur contre ce prétendant imberbe, sans situation et sans relation, qu'il l'eût cravaché, si le jeune homme ne l'avait regardé d'un petit air de dompteur qui maîtrise une bête féroce. C'est à la suite de cette entrevue, et pour en effacer le souvenir dans l'esprit de Raoul, que Clarisse commit la faute de lui ouvrir à 2 reprises la porte de son boudoir. Imprudence dangereuse, et dont Raoul s'était prévalu avec toute la logique d'un amoureux. Ce matin-là, simulant une indisposition, elle se fit apporter le déjeuner de midi, tandis que Raoul se cachait dans une pièce voisine. Et après le repas, ils restèrent longtemps serrés l'un contre l'autre, devant la fenêtre ouverte, unis par le souvenir de leur baiser et par tout ce qu'il y avait en eux de tendresse, et malgré la faute commise, d'ingénuité. Cependant, Clarisse pleurait. Des heures s'écoulèrent. Un souffle frais qui montait de la mer et flottait sur le plateau leur caressait le visage. En face d'eux, au-delà d'un grand verger clos de murs, et parmi des plaines tout ensoleillées de colza, une dépression leur permettait de voir, à droite, la ligne blanche des hautes falaises jusqu'à Fécamp. À gauche, la baie d'Étretat, la porte d'Aval et la pointe de l'énorme aiguille. Il lui dit doucement « Ne soyez pas triste, ma chère bien-aimée. La vie est si belle à notre âge, et elle le sera plus encore pour nous lorsque nous aurons aboli tous les obstacles. Ne pleurez pas. » Elle essuya ses larmes et tenta de sourire en le regardant. Il était mince comme elle, mais large d'épaules, à la fois élégant et solide d'aspect. Sa figure énergique offrait une bouche malicieuse et des yeux brillants de gaieté. Vêtu d'une culotte courte et d'un veston qui s'ouvrait sur un maillot de laine blanc, il avait un air de souplesse incroyable. « Raoul,
Raoul, en ce moment même où vous me regardez, vous ne pensez pas à moi? Vous n'y pensez pas après ce qui vient de se passer entre nous? Est-ce possible? À quoi songez-vous, mon Raoul? À votre père. À mon père? Oui, au baron d'Étigues et à ses invités. Comment des messieurs de leur âge peuvent-ils perdre leur temps à massacrer sur une roche de pauvres oiseaux innocents? C'est leur plaisir. En êtes-vous certaine? Pour moi, je suis assez intrigué. Tenez, nous ne serions pas en l'an de grâce 1894 que je croirais plutôt... Vous n'allez pas vous froisser. Parlez, mon chéri. Eh bien, ils ont l'air de jouer aux conspirateurs. Ah oui, c'est comme je vous le dis, Clarisse. Marquis de Rolleville, Mathieu de la Vaupalière, comte Oscar de Bento, Roux d'Estier, etc. Tous ces nobles seigneurs du pays de Caux sont en pleine conjuration. Vous dites des bêtises, mon chéri. Mais vous m'écoutez si joliment, répondit Raoul, convaincu qu'elle n'était au courant de rien. Vous avez une façon si drôle d'attendre que je vous dise des choses graves. Des choses d'amour, Raoul. Il lui saisit la tête ardemment. Toute ma vie n'est qu'amour pour toi, ma bien-aimée. Si j'ai d'autres soucis et d'autres ambitions, c'est pour faire ta conquête. Clarisse, suppose ceci. Ton père, conspirateur, est arrêté et condamné à mort. Et tout à coup, moi, je le sauve. Après cela, comment ne me donnerait-il pas la main de sa fille? Il cédera un jour ou l'autre, mon chéri. Jamais. Aucune fortune, aucun appui. Vous avez votre nom, Raoul d'Andrézy. Même pas. Comment cela? D'Andrézy, c'était le nom de ma mère, qu'elle a repris quand elle fut veuve, et sur l'ordre de sa famille que son mariage avait indigné. Pourquoi? Dit Clarisse, quelque peu étourdie par ces aveux inattendus. Pourquoi? Parce que mon père n'était qu'un roturier, pauvre comme Job, un simple professeur. Et professeur de quoi? De gymnastique, d'escrime et de boxe. Alors, comment vous appelez-vous? Oh, d'un nom bien vulgaire, ma pauvre Clarisse. Quel nom? Arsène Lupin. Arsène Lupin? Oui, ce n'est guère reluisant. Et mieux valait changer, n'est-ce pas? Clarisse semblait atterrée. Qu'il s'appelât d'une façon ou de l'autre, cela ne signifiait rien. Mais la particule, aux yeux du baron, c'était la première qualité d'un gendre. Vous n'auriez pas dû renier votre père. Il n'y a aucune honte à être professeur. Aucune honte. Et je jure que j'ai rudement profité des leçons de boxe et de gymnastique qu'il m'a données quand j'étais encore au biberon. Mais n'est-ce pas? Ma mère a peut-être eu d'autres raisons de le renier, l'excellent homme. Mais ceci ne regarde personne. Il l'embrassa avec une violence soudaine, puis se mit à danser et à pirouetter sur lui-même. Et revenant vers elle. « Mais ris donc, petite fille. Tout cela est très drôle. Ris donc. Arsène Lupin ou Raoul d'Andrézy, qu'importe. L'essentiel, c'est de réussir. Et je réussirai. Là-dessus, vois-tu, aucun doute. Pas une somnambule qui ne m'ait prédit un grand avenir et une réputation universelle. Raoul d'Andrézy sera général, ou ministre, ou ambassadeur, à moins que ce ne soit Arsène Lupin. C'est une chose réglée devant le destin, convenue, signée de part et d'autre. Je suis prêt. Muscle d'acier et cerveau numéro 1. Tiens, veux-tu que je marche sur les mains, ou que je te porte à bout de bras? Aimes-tu mieux que je prenne ta montre sans que tu t'en aperçoives? Ou bien que je te récite par cœur Homère en grec
et Milton en anglais. Oh mon Dieu, que la vie est belle! Raoul d'Andrézy, Arsène Lupin, les deux faces de la statue. Quelle est celle qui illuminera la gloire, soleil des vivants? Il s'arrêta net. Son allégresse semblait tout à coup le gêner. Il contempla silencieusement la petite pièce tranquille dont il troublait la sérénité, comme il avait troublé la paix et la pure conscience de la jeune fille. Et par un de ces revirements imprévus qui étaient le charme de sa nature, il s'agenouilla devant Clarisse et lui dit gravement « Pardonnez-moi, en venant ici, j'ai mal agi. Ce n'est pas de ma faute. J'ai de la peine à trouver mon équilibre. Le bien, le mal, l'un et l'autre m'attirent. Il faut m'aider, Clarisse, à choisir ma route. Il faut me pardonner si je me trompe. » Elle lui saisit la tête entre ses mains et d'un ton de passion « Je n'ai rien à te pardonner, mon chéri. Je suis heureuse. Tu me feras beaucoup souffrir, j'en suis sûre, et j'accepte d'avance et avec joie toutes ces douleurs qui me viendront de toi. Tiens, prends ma photographie et fais en sorte de n'avoir jamais à rougir quand tu la regarderas. Pour moi, je serai toujours telle que je suis aujourd'hui, ton amante et ton épouse. Je t'aime, Raoul. » Elle lui baisa le front. Déjà il riait, et il dit en se relevant « Tu m'as armé, chevalier, me voici désormais invincible et prêt à foudroyer mes ennemis. Paraissez, Navarois, j'entre en scène !» Le plan de Raoul, laissons dans l'ombre le nom d'Arsène Lupin puisque, à cette époque, ignorant sa destinée, lui-même le tenait en quelque mépris, le plan de Raoul était fort simple. Parmi les arbres du verger, à gauche du château, et s'appuyant contre le mur d'enceinte dont elle formait jadis l'un des bastions, il y avait une tour tronquée, très basse, recouverte d'un toit, et qui disparaissait sous des vagues de lierre. Or, Raoul ne doutait point que la réunion de 4 heures n'eut lieu dans la grande salle intérieure où le baron recevait ses fermiers. Et Raoul avait remarqué qu'une ouverture, ancienne fenêtre ou prise d'air, donnait sur la campagne. Escalade facile pour un garçon aussi adroit. Sortant du château et rampant sous le lierre, il se hissa, grâce aux énormes racines, jusqu'à l'ouverture pratiquée dans l'épaisse muraille, et qui était assez profonde pour qu'il pût s'y étendre tout de son long. Ainsi, placé à 5 mètres du sol, la tête masquée par du feuillage, il ne pouvait être vu, et voyait toute la salle, grande pièce meublée d'une 20aine de chaises, d'une table et d'un large banc d'église. 40 minutes plus tard, le baron y pénétrait avec un de ses amis. Raoul ne s'était pas trompé dans ses prévisions. Le baron Godefroy d'Ettig avait la musculature d'un lutteur de foire et un visage couleur de brique, qu'entourait un collier de barbe rousse, et où le regard avait de l'acuité et de l'énergie. Son compagnon, qui était un cousin et que Raoul connaissait de vue, Oscar de Bento, donnait cette même impression de hobereau normand, mais avec plus de vulgarité et de lourdeur. À ce moment, tous deux semblaient très agités. « Vite !» prononça le baron. « Là, Vaupalière, Rolleville et Dobgar vont nous rejoindre. À 4 heures, ce sera Beaumagnan qui viendra avec le prince d'Arcole et de Brie par le verger dont j'ai ouvert la grande porte. Et puis... ce sera elle, si par bonheur elle tombe dans le piège. »« Douteux !» murmura Bento. « Pourquoi ? Elle a commandé un coupé. Le coupé sera là et elle y montera. Dormont qui conduit nous l'amène. Dans la côte des 4 chemins, Rodestier saute sur le marchepied, ouvre et maîtrise la dame qu'il ficelle à eux deux. Tout cela est fatal. » Il s'était rapproché de l'endroit
au-dessus duquel écoutait Raoul. Bento chuchota. « Et après ?»« Après, j'explique la situation à nos amis, le rôle de cette femme. »« Et tu t'imagines obtenir d'eux qu'on la condamne ? Que je l'obtienne ou non, le résultat sera le même. Beaumagnon l'exige. Pouvons-nous refuser ? » « Cet homme nous perdra tous. » Le baron d'Ettig haussa les épaules. « Il faut un homme comme lui pour lutter contre une femme comme elle. As-tu tout préparé ? » ?»« Oui, les 2 barques sont sur la plage, au bas de l'escalier du curé. La plus petite est défoncée et coulera 10 minutes après qu'on l'aura mise à l'eau. »« Tu l'as chargée d'une pierre ? » ?»« Oui, un gros galet troué qu'on attachera à l'anneau d'une corde. » Ils se turent. Pas un des mots prononcés n'avait échappé à Raoul d'Andrézy, et pas un qui n'eût accru jusqu'à l'excès son ardente curiosité. Sacrebleu! Je ne donnerais pas ma loge de balcon pour un empire. Quel gaillard! Ça parle de tuer comme d'autres de changer de faux-col. Godefroy d'Ettig surtout l'étonnait. Comment la tendre Clarisse pouvait-elle être la fille de ce sombre personnage ? Quel but poursuivait-il ? Quels motifs obscurs le dirigeaient ? Haine, cupidité, désir de vengeance, instinct de cruauté. Il évoquait un bourreau d'autrefois, prêt à quelque sinistre besogne. Des flammes illuminaient sa face empourprée et sa barbe rousse. Les 3 autres invités arrivèrent d'un coup. Raoul les avait souvent remarqués comme des familiers de la haie d'Ettig. Une fois assis, ils tournèrent le dos aux 2 fenêtres qui éclairaient la salle, de sorte que leurs visages demeuraient dans une sorte de pénombre. À 4 heures seulement, 2 nouveaux venus entrèrent. L'un, âgé, de silhouette militaire, sanglé dans sa redingote, et qui portait au menton la barbiche que l'on appelait l'impériale sous Napoléon III, s'arrêta sur le seuil. Tout le monde se leva pour aller au-devant de l'autre, que Raoul n'hésita pas à considérer comme l'auteur de la lettre non signée, celui que l'on attendait et que le baron avait désigné sous le nom de Beaumagnan. Bien qu'il fût le seul à n'avoir ni titre ni particule, on le reçut ainsi qu'un chef, avec un empressement qui convenait à son attitude de domination et à son regard autoritaire. La figure rasée, les joues creuses, de magnifiques yeux noirs tout animés de passion, quelque chose de sévère et même d'ascétique dans ses manières, comme dans son habillement. Il avait l'air d'un personnage d'église. Il pria que l'on voulût bien se rasseoir, excusa celui de ses amis qu'il n'avait pu amener, le comte de Brie, et fit avancer son compagnon, qu'il présenta. « Le prince d'Arcole. Vous saviez, n'est-ce pas, que le prince d'Arcole était des nôtres, mais le hasard avait voulu qu'il fût absent lors de nos réunions, et que son action s'exerça de loin, et de la façon la plus heureuse d'ailleurs. Aujourd'hui, son témoignage nous est nécessaire, puisque 2 fois déjà, en 1870, le prince d'Arcole a rencontré la créature infernale qui nous menace. » Raoul, faisant aussitôt le calcul, éprouva quelque déception. La créature infernale devait avoir dépassé la 50aine, puisque ses rencontres avec le prince d'Arcole avaient eu lieu 24 ans plus tôt. Cependant, le prince prenait place parmi les invités, tandis que Beaumagnan emmenait à part Godefroy d'Ettig. Le baron lui remit une enveloppe, contenant sans aucun doute la lettre compromettante. Puis ils eurent, à voix basse, un colloque assez vif, auquel Beaumagnan coupa court d'un geste de commandement énergique. « Pas commode, le monsieur. Le verdict est formel. Morte la bête, mort le venin. La noyade aura lieu, car il semble bien que ce soit le dénouement imposé.
Beaumagnan passa au dernier rang. Mais avant de s'asseoir, il s'exprima ainsi. « Mes amis, vous savez à quel point l'heure actuelle est grave pour nous. Tous bien unis et d'accord sur le but magnifique que nous voulons atteindre, nous avons entrepris une œuvre commune d'une importance considérable. Il nous semble, avec raison, que les intérêts du pays, ceux de notre parti, ceux de notre religion, et je ne sépare pas les uns des autres, sont liés à la réussite de nos projets. Or, ces projets, depuis quelque temps, se heurtent à l'audace et à l'hostilité implacable d'une femme qui, disposant de certaines indications, s'est mise à la recherche du secret que nous sommes prêts de découvrir. Si elle y parvient avant nous, c'est l'effondrement de tous nos efforts. Elle ou nous, il n'y a pas de place pour deux. Souhaitons ardemment que la bataille engagée se décide en notre faveur. » Beaumagnan s'assit et, s'appuyant des deux bras sur un dossier, courba sa haute taille, comme s'il voulait n'être point vu. Et les minutes s'écoulèrent. Entre ces hommes, réunis là pour une cause qui aurait dû susciter les conversations, le silence fut absolu, tellement l'attention de tous était portée vers les bruits lointains qui pouvaient survenir de la campagne. La capture de cette femme obsédait leur esprit. Ils avaient hâte de tenir et de voir leur adversaire. Le baron d'Étigues leva le doigt. On commençait à entendre le rythme sourd des pas d'un cheval. « C'est mon coupé. » Oui, mais l'ennemi s'y trouvait-elle? Le baron se dirigea vers la porte. Comme d'habitude, le verger était vide, le personnel n'ayant jamais affaire que dans la cour d'honneur située sur la façade principale. Le bruit se rapprochait. La voiture quitta la route et traversa les champs, puis soudain, elle apparut entre les deux piliers d'entrée. Le conducteur fit un geste. « Victoire! On la tient !» Le coupé s'arrêta. Dormont, qui était sur le siège, sauta vivement. Roux d'Estier s'élança hors de la voiture. Aidés par le baron, ils saisirent à l'intérieur une femme, dont les jambes et les mains étaient attachées, et dont une écharpe de gaze enveloppait la tête. Et ils la transportèrent jusqu'au banc d'église qui marquait le milieu de la salle. « Pas la moindre difficulté, » dit Dormont. « Au sortir du train, elle s'est engouffrée dans la voiture. Aux quatre chemins, on l'a saisie, sans qu'elle ait eu le temps de dire ouf. »« Ôtez l'écharpe. D'ailleurs, on peut aussi bien lui laisser la liberté de ses mouvements. » Lui-même dénoua les liens. Dormont enleva le voile et découvrit la tête. Il y eut, parmi les assistants, une exclamation de stupeur. Et Raoul, du haut de son poste, d'où il apercevait la captive en pleine lumière, eut la même commotion de surprise en voyant apparaître une femme dans toute la splendeur de la jeunesse et de la beauté. Mais un cri domina les murmures. Le prince d'Arcole s'était avancé au premier rang et, le visage contracté, les yeux agrandis, il balbutiait « C'est elle, je la reconnais. Oh, quelle chose terrifiante !»« Qu'y a-t-il de terrifiant? Expliquez-vous » Et le prince d'Arcole prononça cette phrase, incompréhensible. « Elle a le même âge qu'il y a 24 ans. » La femme était assise et gardait le buste droit, les poings serrés sur les genoux. Son chapeau avait dû tomber au cours de l'agression, et sa chevelure à moitié défaite tombait derrière, en masse épaisse retenue par un peigne d'or, tandis que deux bandeaux aux reflets fauves se divisaient également au-dessus du front, un peu ondulés sur les tempes. Le visage était admirablement beau, formé par des lignes très pures et animé d'une expression qui, même dans l'impassibilité, même dans la peur, semblait un sourire.
avec un menton plutôt mince, ses pommettes légèrement saillantes, ses yeux très fendus et ses paupières lourdes. Elle rappelait ces femmes de Vinci, ou plutôt de Bernardino Luini, dont toute la grâce est dans un sourire qu'on ne voit pas, mais qu'on devine, et qui vous émeut et vous inquiète à la fois. Sa mise était simple. Sous un vêtement de voyage qu'elle laissa tomber, une robe de laine grise dessinait sa taille et ses épaules. « Un bigre !» pensa Raoul, qui ne la quittait pas du regard. « Elle paraît bien inoffensive, l'infernale et magnifique créature. Et ils se mettent à 9 ou 10 pour la combattre ?» Elle observait attentivement ceux qui l'entouraient, d'Étigue et ses amis, tâchant de distinguer les autres dans la pénombre. À la fin, elle dit « Que me voulez-vous ? Je ne connais aucun de ceux qui sont là. Pourquoi m'avez-vous amené ici ? » « Vous êtes notre ennemi. » Elle secoua la tête doucement. « Votre ennemi ? Il doit y avoir une confusion. Êtes-vous bien sûr de ne pas vous tromper ? Je suis Madame Pellegrini. » « Vous n'êtes pas Madame Pellegrini. »« Je vous affirme. » Non. Il ajouta ces mots aussi déconcertants que les mots prononcés par le prince d'Arcole. Pellegrini, c'était un des noms sous lesquels se dissimulait au XVIIIe siècle l'homme dont vous prétendez être la fille. Elle ne répondit point sur le moment, comme si elle n'avait pas saisi l'absurdité de la phrase. Puis elle demanda « Comment donc m'appellerai-je selon vous ?» « Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro. » Chapitre 2. Joséphine Balsamo, née en 1788. Cagliostro. L'extraordinaire personnage qui intrigua si vivement l'Europe et agita si profondément la cour de France sous le règne de Louis XVI. Le collier de la reine, le cardinal de Rohan, Marie-Antoinette. Quels épisodes troublants de l'existence la plus mystérieuse. Un homme bizarre, énigmatique, ayant le génie de l'intrigue, qui disposait d'une réelle puissance de domination et sur lequel toute la lumière n'a pas été faite. Imposteur ? Qui sait ? A-t-on le droit de nier que certains êtres de sens plus affinés puissent jeter sur le monde des vivants et des morts des regards qui nous sont défendus ? Doit-on traiter de charlatan ou de fou celui chez qui renaissent des souvenirs de ses existences passées et qui, se rappelant ce qu'il a vu, bénéficiant d'acquisitions antérieures, de secrets perdus et de certitudes oubliées, exploite un pouvoir que nous appelons surnaturel, alors qu'il n'est que la mise en valeur, hésitante et balbutiante, des forces que nous sommes peut-être sur le point de réduire en esclavage ? Si Raoul d'Andrézy, au fond de son observatoire, demeurait sceptique, et s'il riait en lui-même, peut-être pas sans quelque réticence, de la tournure que prenaient les événements, il sembla que les assistants acceptaient d'avance comme réalités indiscutables les allégations les plus extravagantes. Possédait-il donc sur cette affaire des preuves et des notions particulières ? Avait-il retrouvé chez celle qui, suivant eux, se prétendait la fille de Cagliostro, les dons de clairvoyance et de divination que l'on attribuait jadis au célèbre thaumaturge et pour lesquels on le traitait de magicien et de sorcier ? Godefroy d'Étigue, qui seul parmi tous restait debout, se pencha vers la jeune femme et lui dit « Ce nom de Cagliostro est bien le vôtre, n'est-ce pas ?» Elle réfléchit.
On eût dit que pour le soin de sa défense, elle cherchait la meilleure riposte, et qu'elle voulait, avant de s'engager à fond, connaître les armes dont l'ennemi disposait. Elle répliqua donc, paisiblement, « Rien ne m'oblige à vous répondre, pas plus que vous n'avez le droit de m'interroger. Cependant, pourquoi n'irais-je que mon acte de naissance portant le nom de Joséphine Pellegrini, par fantaisie, je me fais appeler Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro, les deux noms de Cagliostro et de Pellegrini complétant la personnalité qui m'a toujours intéressé de Joseph Balsamo. » De qui, selon vous, par conséquent, et contrairement à certaines de vos déclarations, vous ne seriez pas la descendante directe? Elle haussa les épaules et se tut. Était-ce prudence? Dédain? Protestation contre une telle absurdité? Je ne veux considérer ce silence ni comme un aveu, ni comme une dénégation. Les paroles de cette femme n'ont aucune importance, et ce serait du temps perdu que de les réfuter. Nous sommes ici pour prendre des décisions redoutables sur une affaire que nous connaissons tous dans son ensemble, mais dont la plupart d'entre nous ignorent certains détails. Il est donc indispensable de rappeler les faits. Ils sont résumés aussi brièvement que possible dans le mémoire que je vais vous lire et que je vous prie d'écouter avec attention. Et posément, il lut ces quelques pages qui, Raoul n'en doutant pas, avaient dû être rédigées par Beaumagnan. Au début de mars 1870, c'est-à-dire 4 mois avant la guerre entre la France et la Prusse, parmi la foule des étrangers qui s'abattirent sur Paris, aucun n'attira plus soudainement l'attention que la comtesse de Cagliostro. Belle, élégante, jetant l'argent à pleine main, presque toujours seule ou accompagnée d'un jeune homme qu'elle présentait comme son frère, partout où elle passa, dans tous les salons qui l'accueillirent, elle fut l'objet de la plus vive curiosité. Son nom d'abord intriguait, et puis la façon vraiment impressionnante qu'elle avait de s'apparenter au fameux Cagliostro, par ses allures mystérieuses, certaines guérisons miraculeuses qu'elle opéra, les réponses qu'elle donnait aux gens qui la consultaient sur leur passé ou sur leur avenir. Le roman d'Alexandre Dumas avait mis à la mode Joseph Balsamo, soi-disant comte de Cagliostro. Usant des mêmes procédés, et plus audacieuse encore, elle se targuait d'être la fille de Cagliostro, affirmait connaître le secret de l'éternelle jeunesse, et en souriant, parlait de telles rencontres qu'elle avait faites ou de tels événements qui lui étaient advenus sous le règne de Napoléon Ier. Son prestige fut tel qu'elle força les portes des Tuileries et parut à la cour de Napoléon III. On parlait même de séances privées où l'impératrice Eugénie réunissait autour de la belle comtesse les plus intimes de ses fidèles. Un numéro clandestin du journal satirique Le Charivari, qui fut d'ailleurs saisi sur le champ, nous raconte une séance à laquelle assistait un de ses collaborateurs occasionnels. J'en détache ce passage. Quelque chose de la Joconde. Une expression qui ne change pas beaucoup, mais qu'on ne peut guère définir, qui est aussi bien câline et ingénue que cruelle et perverse. Tant d'expérience dans le regard et d'amertume dans son invariable sourire, qu'on lui accorderait alors les 80 ans qu'elle s'octroie. À ces moments-là, elle sort de sa poche un petit miroir en or, y verse 2 gouttes d'un flacon imperceptible, l'essuie et se contemple. Et de nouveau, c'est la jeunesse adorable. Comme nous l'interrogions,
Elle nous répondit. Ce miroir appartient à Cagliostro. Pour ceux qui s'y regardent avec confiance, le temps s'arrête. Tenez, la date est inscrite sur la monture, 1783, et elle est suivie des 4 lignes qui sont l'énumération des 4 grandes énigmes. Ces énigmes qu'il se proposait de déchiffrer, il les tenait de la bouche même de la reine Marie-Antoinette, et il disait, m'a-t-on rapporté, que celui qui en trouverait la clé serait roi des rois. « Peut-on les connaître ?» demanda quelqu'un. « Pourquoi pas ? Les connaître, ce n'est pas les déchiffrer, et Cagliostro lui-même n'en eut pas le temps. Je ne puis donc vous transmettre que des appellations, des titres. En voici la liste. In robore fortuna, la dalle des rois de Bohême, la fortune des rois de France, le chandelier à 7 branches. Elle parla ensuite à chacun de nous et nous fit des révélations qui nous frappèrent d'étonnement. Mais ce n'était là qu'un prélude. Et l'impératrice, bien que se refusant à poser la moindre question qui la concernât personnellement, voulut bien demander quelques éclaircissements touchant l'avenir. « Que Sa Majesté ait la bonne grâce d'essouffler légèrement, » dit la comtesse en tendant le miroir. Et tout de suite, ayant examiné la buée que le souffle étalait à la surface, elle murmura « Ah, je vois de bien belles choses. Une grande guerre pour cet été. La victoire. Le retour des troupes sous l'arc de triomphe. On acclame l'empereur. Le prince impérial. » Tel est, reprit Godefroy d'Étigues, tel est le document qui nous a été communiqué. Document déconcertant, puisqu'il fut publié plusieurs semaines avant la guerre annoncée. Quelle était cette femme? Qui était cette aventurière dont les prédictions dangereuses, agissant sur l'esprit assez faible de la malheureuse souveraine, n'ont pas été sans provoquer la catastrophe de 1870. Quelqu'un, lire le même numéro du Charivari, lui ayant dit un jour « Fille de Cagliostro, soit, mais votre mère. » Ma mère, cherchée très haut parmi les contemporains de Cagliostro, plus haut encore. Oui, c'est cela. Joséphine de Beauharnais, future femme de Bonaparte, future impératrice. La police de Napoléon III ne pouvait rester inactive. À la fin de juin, elle remettait un rapport succinct, établi par un de ses meilleurs agents, à la suite d'une enquête difficile. J'en donne lecture. Les passeports italiens de la signorina, tout en faisant des réserves sur la date de la naissance, écrivait l'agent, sont établis au nom de Joséphine Pellegrini Balsamo, comtesse de Cagliostro, née à Palerme le 29 juillet 1788. M'étant rendu à Palerme, j'ai réussi à découvrir les anciens registres de la paroisse Mortarana, et sur l'un d'eux, en date du 29 juillet 1788, j'ai relevé la déclaration de naissance de Joséphine Balsamo, fille de Joseph Balsamo et de Joséphine de la P, sujette du roi de France. Était-ce là Joséphine Tachère de la Pagerie, nom de jeune fille de l'épouse séparée du vicomte de Beauharnais et la future épouse du général Bonaparte? J'ai cherché dans ce sens,
Et à la suite d'investigations patientes, j'ai appris, par des lettres manuscrites d'un lieutenant de la prévôté de Paris, que l'on avait été près d'arrêter, en 1788, le sieur Cagliostro, qui, bien qu'expulsé de France, après l'affaire du collier, habitait sous le nom de Pellegrini un petit hôtel de Fontainebleau, où il recevait chaque jour une dame grande et mince. Or, Joséphine de Beauharnais, à cette époque, habite également Fontainebleau. Elle est grande et mince. La veille du jour fixé pour l'arrestation, Cagliostro disparaît. Le lendemain, brusque départ de Joséphine de Beauharnais. 1 mois plus tard, à Palerme, naissance de l'enfant. Ces coïncidences ne laissent pas d'être impressionnantes. Mais comme elles prennent de la valeur lorsqu'on les rapproche de ces 2 faits. 18 ans après, l'impératrice Joséphine introduit à la Malmaison une jeune fille qu'elle fait passer pour sa filleule et qui gagne l'affection de l'empereur au point que Napoléon joue avec elle comme avec un enfant. Quel est son nom ? Joséphine, ou plutôt Josine. Chute de l'Empire, le tsar Alexandre Ier recueille Josine et l'envoie en Russie. Quel titre prend-elle ? Comtesse de Cagliostro. Le baron d'Ettig laissa se prolonger ses dernières paroles dans le silence. On l'avait écouté avec une attention profonde. Raoul, dérouté par cette histoire incroyable, essayait de saisir sur le visage de la comtesse le reflet de l'émotion ou d'un sentiment quelconque. Mais elle demeurait impassible, ses beaux yeux toujours un peu souriants. Et le baron poursuivit. Ce rapport, et probablement aussi l'influence dangereuse que prenait la comtesse aux Tuileries, devait couper court à sa fortune. Un arrêté d'expulsion fut signé contre elle et contre son frère. Le frère s'en alla par l'Allemagne, elle par l'Italie. Un matin, elle descendit à Modane, où l'avait conduite un jeune officier. Il s'inclina devant elle et la salua. Cet officier s'appelait le prince d'Arcole. C'est lui qui a pu se procurer les 2 documents, le numéro du Charivari et le rapport secret dont l'original est entre ses mains, avec ses timbres et signatures. C'est enfin lui qui, tout à l'heure, certifiait devant vous l'identité indubitable de celle qu'il a vue ce matin-là et de celle qu'il voit aujourd'hui. Le prince d'Arcole se leva et gravement articula « Je ne crois pas au miracle. Et ce que je dis est cependant l'affirmation d'un miracle. Mais la vérité m'oblige à déclarer sur mon honneur de soldat que cette femme est la femme que j'ai saluée en gare de Modane il y a 24 ans. » Que vous avez salué tout court, sans un mot de politesse. Elle s'était tournée vers le prince et l'interrogeait d'une voix enjouée où il y avait quelque ironie. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire qu'un officier français a trop de courtoisie pour prendre congé d'une jolie femme par un simple salut protocolaire. » Ce qui signifie ? Ce qui signifie que vous avez bien dû prononcer quelques paroles. Peut-être. Je ne m'en souviens plus, dit le prince d'Arcole avec un peu d'embarras. Vous vous êtes penché vers l'exilé, monsieur. Vous lui avez baisé la main un peu plus longtemps qu'il n'eût fallu, et vous lui avez dit « J'espère, madame, que les instants que j'ai eu le plaisir de passer près de vous ne seront pas sans lendemain. Pour moi, je ne les oublierai jamais. » Et vous avez répété, soulignant d'un accent particulier votre intention de galanterie. Jamais, vous entendez, madame, jamais. Le prince d'Arcole semblait un homme fort bien élevé. Pourtant,
à l'évocation exacte de la minute écoulée un quart de siècle plus tôt, il fut si troublé qu'il marmotta « Nom de Dieu !» Mais se redressant aussitôt, il prit l'offensive. « J'ai oublié, madame. Si le souvenir de cette rencontre fut agréable, le souvenir de la seconde fois où je vous vis l'a effacé. » « Et cette seconde fois, messieurs ?» C'est au début de l'année suivante, à Versailles, où j'accompagnais les plénipotentiaires français chargés de négocier la paix de la défaite. Je vous ai aperçu dans un café, assise devant une table, buvant et riant avec des officiers allemands, dont l'un était officier d'ordonnance de Bismarck. Ce jour-là, j'ai compris votre rôle aux Tuileries et de qui vous étiez l'émissaire. Toutes ces divulgations, toutes ces péripéties d'une vie aux apparences fabuleuses se développèrent en moins de 10 minutes. Aucune argumentation, aucune tentative de logique et d'éloquence pour imposer une thèse inconcevable. Rien que des faits, rien que des preuves en raccourci, violentes, assénées comme des coups de poing, et d'autant plus effarantes qu'elles évoquaient, contre une toute jeune femme, des souvenirs dont quelques-uns remontaient à plus d'1 siècle. Raoul d'Andrézy n'en revenait pas. La scène lui semblait tenir du roman, ou plutôt de quelque mélodrame fantastique et ténébreux, et les conjurés lui semblaient également en dehors de toute réalité, eux qui écoutaient toutes ces histoires comme si elles avaient eu la valeur de faits indiscutables. Certes, Raoul n'ignorait pas la médiocrité intellectuelle de ces hobereaux, derniers vestiges d'une autre époque. Mais tout de même, comment pouvait-il faire abstraction des données mêmes du problème qui leur était posé par l'âge que l'on attribuait à cette femme ? Si crédules qu'ils fussent, n'avaient-ils pas des yeux pour voir ? En face d'eux, d'ailleurs, l'attitude de la Cagliostro paraissait encore plus étrange. Pourquoi ce silence, qui, somme toute, était une acceptation, et parfois un aveu ? Se refusait-elle à démolir une légende d'éternelle jeunesse qui lui a agréé et favorisé l'exécution de ses desseins ? Ou bien, inconsciente de l'effroyable danger suspendu sur sa tête, ne considérait-elle toute cette mise en scène que comme une simple plaisanterie ? Tel est le passé. Je n'insisterai pas sur les épisodes intermédiaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.